messieurs, ravi de vous voir nombreux à cette conférence qui s'inscrit, je précise, parce que c'est un cycle que nous avons initié dans un cycle qui s'appelle 442. Nous avons initié ça avec nos amis du Centre culturel de Strombeek, du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, du SMAC à Caen et le MAX. On s'est dit qu'il fallait, par ces temps qui courent, grouper nos efforts pour, pas simplement pour des questions pratiques ou financières, simplement pour des questions de réflexion plus globale sur ce beau pays qu'on appelle la Belgique et qui nous pose tout de même quelques petits soucis culturels. Et nous voulions, et c'est à l'initiative de mon ami Luc André, qui est quelque part là, que ce projet a eu lieu. Et je pense que c'est une excellente chose. Il y a déjà eu une première conférence qui s'est tenue au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, et puis voilà, la deuxième, il n'y a pas d'horaire, c'est quand on veut. Si vous voulez être tenu au courant, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées pour qu'on vous avertisse des autres conférences qui peuvent avoir lieu. Et puis aujourd'hui, on a le grand plaisir d'avoir avec nous Christian Boltanski, qui a fait le déplacement depuis Paris pour nous rejoindre. Je l'en remercie dès le départ. Et pour vous dire aussi que l'histoire qui lie le Max à Christian Boltanski est une histoire déjà un peu longue. Nous le voyons fort bien, vous devez vous retourner pour le voir. Cette œuvre qui s'appelle Les Registres du Grand Ornu et qui date déjà de 1997, ça, qui ne nous rajeunit pas. C'était avant que le musée n'existe, c'était un projet qu'on avait initié et puis que Christian avait accepté de poursuivre et qui a donné une des œuvres qui sont... C'est la première œuvre qu'on a achetée pour la collection du musée. Et elle est devenue très rapidement emblématique de la pensée et de la collection du musée et de ce qu'on y fait. Et puis, dernièrement, il nous est venu l'idée qu'on pourrait prolonger cette œuvre par un travail plus imposant. Et c'est la raison pour laquelle on a refait appel à Christian Boltanski, qui a organisé cette exposition. J'imagine que vous l'avez vue, ou bien si vous ne l'avez pas vue, à l'issue de la conférence, vous pourrez la visiter ou la revisiter. Cette exposition qui est un peu comme un chemin initiatique qui arrive à sa finalité dans la dernière salle, dans la grande salle carrée. Mais peut-être que, non, même certainement, vous n'êtes pas venu pour m'entendre, mais pour entendre Christian. Non, ce que dit Laurent est juste. Et quand il m'a redemandé de faire un projet au Grand Ornu, donc il y a quelques mois, il y a un an, j'ai tout de suite pensé à cette œuvre que j'avais faite et qui avait été très importante pour moi, et également au lieu où le Grand Ornu se trouvait et au passé de cette région. Et donc ce n'est pas du tout une rétrospective, même s'il y a quelques œuvres qui sont plus anciennes, mais qui sont mises dans le désordre du chemin. Mais c'est une œuvre c'est une seule œuvre qui englobe la pièce qui est ici et qui se termine à la fin du trajet. Il y a toujours une grande différence entre les arts du temps et les arts de l'espace. Normalement, la peinture ou la sculpture sont des arts de l'espace, et puis la musique ou le théâtre sont des arts du temps, c'est-à-dire qu'il y a un début et une fin. Et j'essaye, dans la mesure du possible, de mélanger un peu ces deux types d'art. Naturellement, je ne peux pas savoir combien de temps chaque visiteur va passer dans la première salle, comment il va progresser à l'intérieur de l'exposition, mais on peut dire qu'il y a tout de même un début et une fin. Et pour moi, mais naturellement, ce qui est bien en art, c'est que chacun a sa propre lecture et que parfois je découvre des lectures
auxquels je n'avais pas pensé auparavant. Mais disons, pour moi, il y a l'idée d'humains et d'humains qui sont petit à petit détruits par la machine et qui terminent dans une sorte de grand tumulus qui est à la fin. La salle des pendus est déjà l'homme mécanisé. C'est-à-dire que les manteaux représentent pour moi des humains et la salle des manteaux les rend mécanisés. Il y a une sorte, ils avancent vers la fin. Ils avancent vers la fin. Donc on part avec des images comme ici des images de mineurs ou plus loin d'autres images, des images d'enfants. Et puis, petit à petit, l'image disparaît, le visage disparaît, et on n'a plus que cette forme qui est le manteau qui va aller à cette grande tombe qui se trouve à la fin. Alors, naturellement, cette tombe est aussi intérile, et tout ça est plus, j'espère, plus complexe. Je crois et j'essaye de faire quelque chose qui s'approcherait, mais c'est très prétentieux, de l'art total. C'est-à-dire, pour moi, il ne s'agit pas de dire telle œuvre est bien, puis j'aime moins telle œuvre et tout ça. C'est une chose globale. Et également, le son, la vue, parfois même, comme la pièce que j'ai faite au Grand Palais qui s'appelait Personne il y a quelques années, le froid, parce que j'avais fait couper le chauffage, c'était en janvier à Paris, sont extrêmement importantes. Donc tous les sens doivent être pris par son demandeur de ce qui se passe, et le visiteur devient presque lui-même une partie de l'exposition. C'est-à-dire que quand vous passez par exemple dans la salle des pendus, il y a quelque chose qui est extrêmement physique parce qu'on est touché constamment par ces manteaux, et les visiteurs qui errent sont également partie de l'œuvre. Donc il s'agit plutôt d'être pas devant quelque chose, mais à l'intérieur de quelque chose. On est à l'intérieur d'une œuvre. Et dans cette errance à l'intérieur de cette œuvre, il y a des éléments que l'on peut reconnaître et qui peuvent poser des questions. Moi, je crois que l'art est fait pour poser des questions et donner des émotions. Les questions qui m'intéressent et qui intéressent les artistes sont des très vieilles questions et qui sont toujours les mêmes depuis le début des temps. C'est la recherche de Dieu, l'étonnement devant la mort, le sexe, la beauté de la nature. Enfin, il y a une dizaine d'interrogations de l'homme devant ce qu'il ne comprend pas, ou ce qu'il cherche à comprendre plutôt. Et donc, je me situe tout à fait dans cette tradition. Je ne me sens pas comme un artiste moderne, et je ne sais pas ce que ça veut dire un artiste moderne. Je parle avec un langage qui est le langage d'aujourd'hui, donc j'utilise la photographie, la vidéo, le son, etc. Mais ce que j'ai à dire, ou ce qui m'intéresse, est à peu près la même chose qu'un artiste il y a des siècles et des siècles, ou simplement n'importe qui d'ailleurs. Aujourd'hui, récemment, j'ai fait une œuvre importante pour moi, et par la taille, dans le désert du Chili, à Atacama, un grand désert, et j'ai travaillé avec une communauté indienne, et j'ai pensé que si j'étais né là, j'aurais été chaman. Si j'étais né en Ukraine au XIXe siècle, j'aurais été rabbin. Si j'étais né dans un village africain, j'aurais sans doute été sorcier. En tout cas, que tout ça était à peu près le même métier et la même recherche. Et que les questions que se posait ce chaman étaient des questions que je me pose également. Et il n'avait aucune idée de ce qu'était l'art contemporain, mais on se comprenait très très bien. Et donc, vous savez, la pire chose, je pense, qu'on peut dire quand on voit une de mes expos, c'est CB est un bon artiste post-conceptuel des fins du XXe siècle. Ça veut dire que l'exposition est très très mauvaise.
Si on commence à mettre une étiquette, j'ai aucune étiquette dans l'exposition, et si on commence à mettre une étiquette sur ce qu'on voit, c'est fini, on perd l'émotion. L'idéal serait d'arriver, de dire je ne comprends pas ce que c'est, je ne vois pas où c'est, mais je ressens quelque chose. Comme quand on, là encore pour prendre un exemple religieux, vous savez parfois c'est surtout les souvenirs d'été, je ne suis pas croyant du tout, et parfois c'est souvent des souvenirs d'été, il y a une porte d'une église qui est ouverte, on la traverse, il y a une odeur, il y a un monsieur qui bouge les bras, il y a parfois une musique, on ne sait pas ce qui se passe, on traverse cet endroit, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose. Et pour moi, la visite d'une exposition devrait être un peu comparable à cela. Ma question, je pense que en fait tout mon travail a été un échec, et un échec depuis le départ, parce que depuis le début, j'ai cherché à arrêter le temps et à conserver la mémoire des humains. Et naturellement, ce n'est pas possible. Vous pouvez mettre toute votre vie... par exemple, là, j'ai vendu ma vie à un Tasmanien qui filme continuellement ma maison et mon atelier. Et donc, il a déjà des milliers d'heures et des milliers d'heures de ma vie. Et d'une part, on ne peut pas soi-même vivre si on regarde la vie de quelqu'un d'autre, parce qu'il n'a plus que ma vie à regarder. Et deuxièmement, à la fin, quand je serai mort, il n'aura pas grand-chose. Il aura une image de moi en train de me gratter le nez, ce qui n'est pas très intéressant. Il n'aura pas mes pensées, il n'aura pas mes désirs. Et donc, il n'aura que l'extérieur des choses. Donc, on ne peut rien conserver. Pour parler de cet homme de Tasmanie, parce que c'est assez surprenant comme histoire, c'est un homme qui a fait une très grande fondation en Tasmanie et qui a fait fortune par le jeu. C'est un joueur professionnel et qui est un homme tout à fait remarquable, qui peut calculer plus vite qu'un ordinateur. Et donc, quand je l'ai rencontré et que j'ai décidé de lui vendre ma vie, parce qu'il a accepté, j'ai décidé de lui vendre ma vie en viager. Et donc, ça a été très long, il y a eu des notaires de chaque côté en Australie et en France, on a vu des médecins et tout ça, et maintenant, dans 3 ans, il aura remboursé la somme que je lui avais demandée pour l'œuvre, puisqu'il me paie chaque mois. Et donc, si je meurs dans 2 ans, il fait une bonne affaire. Si je meurs dans 5 ans, pour lui, c'est très ennuyeux. Et il m'a dit qu'il n'avait jamais perdu de sa vie, et donc il était persuadé que maintenant, il n'y a plus que 3 ans de vie pour moi. Mais c'est possible, c'est même vraisemblable, mais on verra bien. C'est dans les possibilités. En tout cas, à la fin, la seule chose que je lui ai demandé, c'est d'accélérer 5000 fois tout ce qui aurait été filmé et conservé dans des disques durs, parce que c'est projeté en direct dans une sorte de caverne en Tasmanie, où il y a des moniteurs, et on voit tous les lieux où je vis. Et naturellement, comme c'est l'autre côté du monde, il y a une série, il y a en direct, mais c'est la nuit, quand c'est le jour pour eux, c'est la nuit pour moi. Il y a décalé de 24 heures, et puis il y a des moments différents qui sont pris, qui sont remis dedans. Donc il y a beaucoup de moniteurs comme ça. Mais à la fin, je voudrais qu'on accélère énormément tout ce qui a été filmé et qu'on puisse arrêter au hasard et le film. Donc ce serait bzzz, et puis t'entends, il dirait tiens, il y a moi, ou tiens, il n'y a pas moi. Voilà. Mais en tout cas, il n'aura rien. Et j'ai fait un autre projet un peu comparable, ou qui sont pour moi, disons, un peu liés, qui se trouve dans la mer du Japon, dans une île qui s'appelle Teshima. Et là, maintenant, depuis 7-8 ans, comme vous avez vu ici peut-être, je recueille des battements de cœur, et nous sommes autour de 150 000 battements de cœur dans cette île. Donc si vous êtes dans cette île, vous dites je veux écouter le cœur de Madame Machin,
il y a des techniciens, des ordinateurs, et vous écoutez le cœur de Madame Achat. Mais en fait, là encore, on sent beaucoup plus l'absence que la présence. Et comme, vu le temps, comme j'ai commencé ce thème il y a plusieurs années, il y a pas mal de morts déjà. Et donc, on ressent beaucoup plus, c'est comme quand on regarde une photo de quelqu'un qui a disparu, on sent plus son absence que sa présence. Donc là encore, c'est pas parce qu'on conserve le cœur de quelqu'un qu'on conserve quoi que ce soit. Et qu'on n'est pas... En gros, je crois la question déterminante pour moi depuis le début a été l'importance de chaque être, l'unicité de chaque être, et en même temps sa disparition tellement rapide, c'est-à-dire qu'on se souvient de son grand-père mais pas de son arrière-grand-père. Et donc ça m'a toujours énormément surpris, et ce contraste entre l'importance et la disparition. Et j'ai toujours essayé de conserver ce que j'ai appelé la petite mémoire. Sur les grandes mémoires, c'est les événements politiques, c'est les guerres qui sont dans les livres, mais la petite mémoire, ce qui nous constitue, c'est de savoir où on peut acheter une bonne tarte aux fraises au Grand Ornu. Et c'est donc cette petite mémoire qui est nous, une histoire drôle, un souvenir, tout ça disparaît. Et donc, j'ai essayé par divers moyens de conserver cette petite mémoire, mais en même temps sachant que c'est totalement impossible. Et j'ai même pensé que chaque personne devrait avoir son propre musée où écrire ses mémoires à partir de 50 ans, et ce serait très passionnant, et puis ça peut donner de l'occupation à beaucoup de monde, donc ce serait très bien. Mais en fait, c'est ce projet de lutte contre l'oubli était un projet qui, dès le départ, je savais totalement irréalisable. Donc, chaque œuvre que j'ai pu faire dans ma vie est une œuvre visuelle et plastique, parce que je parle pas, là je parle, mais normalement je tâche de parler par des moyens visuels qui sont pour moi plus intéressants parce qu'ils sont moins précis. C'est un peu comme la poésie est la même chose, c'est-à-dire que chacun peut comprendre ce qu'il a besoin de comprendre. Et on peint un chameau et quelqu'un dit c'est un chapeau. Et donc la chose est plus ambiguë que la parole qui n'est pas poétique, disons. Et donc j'ai employé des moyens très visuels, mais chaque œuvre a pour moi une volonté de poser une question. Et donc une question, c'est la différence peut-être entre moi et quelqu'un qui serait croyant, c'est que moi je n'ai aucune réponse, et donc ce n'est que des questions, sans réponse. Mais je ne sais pas, il y a une pièce que j'ai montrée à Venise il y a 4 ans maintenant, qui s'appelle Chance, et c'est une œuvre sur le hasard. Je me suis beaucoup intéressé au hasard, et je m'intéresse beaucoup au hasard. D'ailleurs, c'est pour ça que je joue avec mon tasmanien. Donc là, vous avez à peu près 5000 bébés polonais. J'ai beaucoup de bébés polonais chez moi, qui sont extrêmement calmes. C'est des photos de bébés polonais parce qu'il y a le grand journal de Cracovie, pour monter les ventes le week-end, met tous les bébés, les photos de tous les bébés qui sont nés pendant la semaine. Et donc, chaque parent achète le journal, donc ça fait monter les ventes. Et moi, ça me donnait une source énorme de photographies de bébés qui n'ont même pas encore de prénom. Enfin, ils viennent de naître, leur vie commence. Et donc, j'ai installé un dispositif qui est un peu comme ce qu'on voit ou ce qu'on voyait pour imprimer les journaux. C'est des rotatifs qui vont extrêmement vite et qui tournent énormément, très très vite. Et puis, de temps en temps, il y a un ordinateur qui est un ordinateur qui n'est pas programmé, qui arrête ce ruban de photos sur un enfant. Et cet enfant est filmé pendant, je ne sais plus, 30 secondes ou un truc comme ça. Il a été choisi, pour le bien ou pour le mal. Donc ce qui m'intéresse dans cette pièce, d'une part, c'est presque un aspect comique de fabrique de bébés. Et puis, c'est que ce que nous sommes, ce que je suis ou ce que vous êtes, n'est lié qu'à l'instant où nos parents ont fait l'amour. Ils auraient fait l'amour une seconde après, que nous aurions été totalement différents.
Et ce qui nous constitue, donc ce qui nous semble très important pour nous, est lié qu'au hasard de cet instant où nos parents se sont aimés. Et donc, la chose qui me passionne, mais là encore, je n'ai pas la réponse, c'est entre le hasard et la destinée. Si on est croyant, on croit à la destinée, on croit que je vais me faire écraser ce soir à Bruxelles, mais qu'en fait, tout ça aurait été écrit quelque part, et qu'on ne sait pas pourquoi c'est bien, mais que ça sert vaguement à quelque chose. Si on n'est pas croyant comme moi, on pense simplement que parce que j'ai pas regardé à gauche et que la voiture venait de là et que bon. Donc ce problème entre destinée et chance est pour moi très passionnant. Dans une autre œuvre, celle qui était au Grand Palais, qui s'appelle Personne et qui a beaucoup voyagé par la suite, là il s'agissait d'une énorme pince qui prenait des vêtements dans un grand tas, un peu comme celui-là, mais beaucoup plus haut. Et il prenait ses vêtements au hasard et les rejetait. Et pour moi, cette pince était un peu une sorte de main de Dieu. C'est-à-dire que le pourquoi, quand on arrive à un certain âge, on est encore vivant et ses amis sont morts, pourquoi celui-là vit, celui-là ne vit pas, et comme si on avait au-dessus de nous une sorte de main qui vous prend et qui vous rejette. Et là encore, sans explication, il n'y a pas de réponse à donner à cela. Donc à chaque fois, il y a, disons, une sorte de questionnement qui est pour moi, qui n'est pas forcément pour les autres, mais qui est pour moi en tout cas. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec des Suisses morts. Et là encore, j'ai chez moi des milliers et des milliers de Suisses morts, de photos de Suisses morts, enfin de Suisses vivants, mais qui sont morts après. Et ce qui m'a intéressé, c'est un travail sur la vanité. C'est-à-dire que tous ces gens, et j'avais pris les Suisses parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'histoire et qu'ils n'ont pas beaucoup de raisons de mourir, et donc en cela ils sont plus universels, parce qu'en fait tous les Suisses meurent. Donc ces gens qui sont souriants, parce que c'est dans toutes les images, parce que c'est en fait dans les notices nécrologiques en Suisse, dans le Valais, on met non seulement le nom de la personne, mais la photo. Et donc on jouait toujours une photographie de quelqu'un de souriant. Et donc tous ces gens souriants ne sont plus que cendres aujourd'hui. Et donc c'était un travail sur la vanité. Et je rajoutais quelque chose, c'est-à-dire que par exemple, si je montrais 100 photos de Suisses morts, il y avait toujours parmi eux un Suisse vivant. Et je disais, le titre naturellement est faux, mais il suffit d'attendre quelque temps pour que le titre soit vrai. Et donc quelque chose qui peut paraître un mensonge un jour peut être une vérité le lendemain. Et dès le début de ma vie, j'ai pensé qu'un corps mort, la photographie de quelqu'un et un vêtement usagé étaient la même chose. C'est-à-dire c'était un objet qui renvoie à un sujet qui est absent. Il y a eu quelqu'un. Et le fait qu'il y ait eu quelqu'un m'a toujours beaucoup intéressé, puisque je crois donc à l'importance de chacun. Et donc j'ai fait beaucoup de petits livres seulement avec des listes de noms, en prenant, je ne sais pas, les travailleurs d'une usine anglaise au XIXe siècle, quand je retrouvais un registre, ou simplement de dire des noms, de marquer les noms. Parce que le nom me semble très important parce que de dire un nom, c'est dire qu'il y a eu, et qu'il y a eu quelqu'un. Alors, pour parler de questions, disons, plus proches des arts plastiques, il y a une chose qui est plutôt déprimante, c'est qu'on est à l'intérieur d'une période historique. On reconnaît parfaitement bien un tableau de Watteau et un tableau de David. Et plus fort que notre personnalité, il y a le temps historique dans lequel on travaille, avec le langage qu'on emploie. Donc en même temps, on pose toujours les mêmes questions plus ou moins, mais le langage qu'on emploie est lié à un temps historique. Et moi, je suis né à l'art, à une période
qui était en gros proche du minimalisme. Et sans doute que ça a été une chose positive pour moi parce que j'ai un tempérament très expressionniste et très sentimental. Et donc, je dis de moi ce qui est totalement contradictoire, que je suis un minimaliste sentimental, ce qui est tout à fait ridicule. Mais je pense que effectivement, ça m'a fait du bien parce que ça m'a refroidi. Et donc, les formes que j'emploie sont la manière de parler de ce temps, mais j'essaie toujours que ce soit des objets que chacun peut connaître. C'est-à-dire que, vous savez, la grande chose de l'art, on ne peut parler plus ou moins que de soi, mais chacun qui vous regarde doit dire « mais c'est moi, comment il sait ça sur moi ?» Et donc, il s'agit toujours du passé du plus personnel au plus collectif. Et naturellement, comme on sait, c'est toujours celui qui regarde, qui termine l'œuvre et qui refait l'œuvre par rapport à son propre vécu. Si vous voyez des gens qui sont au cinéma, ils voient tous le même film, mais chacun voit un film différent parce que chacun le voit avec son vécu. Et donc, ce que j'essaie, c'est d'employer des formes qui sont reconnaissables. Si j'ai employé, par exemple, beaucoup de boîtes de biscuits au début de ma vie, c'est parce que c'est un objet totalement minimal. Et en même temps, c'est un objet que les gens de ma génération, en tout cas, peuvent reconnaître parce qu'étant enfant, souvent, on mettait ces petits trésors dans des boîtes de biscuits et puis que ça peut renvoyer aux urnes funéraires. Donc, c'est en même temps le coffre-fort du pauvre et l'urne funéraire. Donc, chacun peut le reconnaître. Et pour moi, c'est très important qu'il y ait cette sorte de reconnaissance et de ne pas prendre un cube en acier inoxydable. Mais pour raconter une anecdote comme ça, je vais très souvent au Japon et j'aime beaucoup le Japon. Mais une des premières fois où j'ai exposé au Japon, on m'a dit vous devez connaître très très bien la culture japonaise et votre travail est extrêmement lié à la tradition zen. Et ce qui n'était absolument pas vrai. Mais naturellement, et il me disait aussi, ça c'est pour être gentil, vous ressemblez un peu à un japonais. Mais naturellement tout ça n'était pas vrai, mais c'est simplement parce qu'ils relisaient mon travail par rapport à eux-mêmes. Et le rêve d'un artiste, naturellement, que s'il va en Afrique, c'est que les Africains lui disent « mais votre art est tellement africain et vous devez avoir un grand-père africain ». Donc on est en même temps, on parle vraiment de quelque chose qui nous est totalement propre, mais cette chose-là doit stimuler chez chacun une autre vision qui est sa vision. Et de toute façon, on ne peut parler que de ce qui est en commun. C'est-à-dire que je peux vous dire j'ai mal à la tête, et là, vous comprenez. Parce que vous avez eu aussi mal à la tête, qui n'est pas exactement mon mal de tête, mais qui est un mal de tête. Si je vous dis j'ai mal au pancréas, j'espère que vous ne comprenez pas. Et donc on ne peut parler que de ce que l'autre sait. Et l'activité qu'on a, c'est effectivement de parler d'une chose que l'autre connaît déjà, mais de le mettre en évidence. C'est comme dans un texte de souligner un mot. On le fait ressentir mieux, on fait ressentir mieux quelque chose que l'autre sait déjà. Et pour faire cultiver, si on peut lire et aimer Proust, c'est parce qu'il nous parle de nous-mêmes. On a tous eu une vieille tante un peu ridicule, on a tous attendu notre mère dans une chambre la nuit, on a tous été jaloux. Et donc, en fait, à chaque fois, on se reconnaît. Et donc, à un moment, j'ai même cru que l'artiste, plus il allait, moins il existait, et qu'en fait, à la place de son visage, il y avait un miroir, et que chacun qui le regardait disait « oui, c'est moi », qu'il n'était plus que le désir des autres. Aujourd'hui, je pense à une chose un peu différente, mais qui n'est pas très loin, c'est-à-dire que je crois que plus on vieillit, plus on devient son œuvre. Et physiquement, on change et on devient son œuvre. C'est assez net, par exemple, pour Francis Bacon, qui avait le visage vraiment effacé par l'alcool, comme ces visages qu'il peignait, ou Giacometti, qui ressemblait tout à fait à un Giacometti. Et moi, je dis toujours que je ressemble à une boîte de biscuits parce que j'en ai tellement utilisé. Et donc, on devient son œuvre, et on n'est plus que son œuvre. Aujourd'hui, à peu près 80% des choses que je fais, je les détruis après.
Mais c'est un petit peu comme des partitions musicales. C'est-à-dire qu'ils sont détruits, mais il sont possibles de les rejouer, de les réinterpréter par la suite. La pièce Personne a été jouée à Milan, au Japon, à New York. À chaque fois, elle était assez différente. Je pense que c'était à Milan pour moi qu'elle était le mieux jouée. Et j'espère qu'après moi, d'autres gens vont jouer mes œuvres. Et on dira une pièce de Boltanski interprétée par monsieur Untel. Et je crois qu'il y a deux modes de transmission. Il y a un mode de transmission qui est plutôt occidental et qui est par l'idée de la sainte relique. Et donc c'est un petit bout d'os. Et puis la transmission se fait par ça, donc par l'œuvre. Et puis, par exemple, en Orient, au Japon, les temples sont refaits tous les 5 ou 6 ans. Les jardins sont refaits chaque jour. Mais il y a des gens qu'on appelle monuments nationaux parce qu'ils savent le faire. Donc la transmission se fait par la connaissance. Et dans le travail que je fais actuellement, puisqu'il est presque, c'est généralement des choses énormes, très très grandes, vraiment de plusieurs 3000 ou 4000 mètres carrés, enfin des choses très grandes, qui sont détruites, mais qui sont, on pourra les refaire un jour peut-être. Et c'est, disons, et forcément, comme ce que je fais est souvent très lié à l'espace, si ça change d'espace, ce sera réinterprété d'une autre manière. Donc, il y a ce travail-là, et puis il y a un autre travail qui est de faire des œuvres permanentes ou semi-permanentes dans les endroits extrêmement lointains et perdus. Je vous citais la mer intérieure au Japon, la Tasmanie, ou là, plus récemment, le nord du Chili. Dans le nord du Chili, je n'ai pas voulu faire une chose vraiment permanente parce que le désert est tellement beau que je n'ai pas envie de l'abîmer. Mais enfin, ça restera le temps que ça restera. Mais en principe, on ne doit pas le réparer. Et là, c'est comme des... Oui. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que il n'est pas forcément, même si l'endroit est splendide, nécessaire d'aller à Teshima. Il est nécessaire de savoir que Teshima existe. C'est-à-dire que l'œuvre est la construction, là encore en étant prétentieux, d'un mythe. Il y a une île dans la mer du Japon où battent des milliers et des milliers de cœurs. Il y a un homme en Tasmanie qui conserve la vie d'un autre homme. Et c'est comme le début d'un livre. Il y a des centaines de clochettes dans le désert d'Atacama qui représente la carte du ciel. Et c'est comme le début de nouvelles, mais il faut que c'est une réalité. Il faut que c'est une réalité d'abord parce que le fonctionnement lui-même de fabriquer ces objets m'intéresse, par les contacts que ça fait. Et en plus, ça permet de ne pas, si je disais, voilà, j'ai construit un obélisque sur la Lune, ça n'aurait pas de sens, parce qu'il n'y a pas de réalité. Il faut qu'il y ait un objet réel qui soit quelque part. Donc, j'ai ce genre de projet. En ce moment, je travaille sur un projet qui n'ira peut-être pas, enfin, qui aboutira, j'espère, qui est d'installer en Patagonie des énormes trompes dans lesquelles le vent pourra s'engouffrer, qui sont sur des grands pics, et ils feront le bruit que font les baleines. Donc on verra si des baleines sont appelées par ce son. Mais là encore, je choisirai un endroit extrêmement désert pour ne déranger personne. Donc ça, c'est des projets qui sont plus permanents, disons, plus permanents. Et j'expose de plus en plus rarement en galerie. Je l'ai fait, mais disons aujourd'hui, ce n'est plus mon intérêt premier. Et c'est plutôt... Ce qui m'intéresse aujourd'hui plutôt, c'est un peu, si on veut, comme la fabrication d'un film. C'est-à-dire, c'est d'essayer de réfléchir à quelque chose, de le visualiser, de manière assez longue en se servant de maquettes en 3D, et puis d'aller l'installer quelque part. Et
ce qui est forcément le rêve, c'est quand on oublie que c'est un artiste qui l'a fait et que ça devient une histoire dans une région, mais qu'on oublie la source de cette histoire. Il y a très longtemps, j'ai fait une œuvre sur le hasard à Berlin, où j'ai installé sur ce que j'avais trouvé une maison à Berlin où il y avait un escalier A, escalier B, escalier C, et une bombe en 1945 qui est tombée sur l'escalier B et avait tué tout le monde. Et donc je m'intéressais à savoir pourquoi les autres avaient vécu et pas cela. Et puis j'ai mis les noms de tous les gens qui étaient disparus sur les deux murs de chaque côté. Donc cette pièce est très très ancienne, et cette pièce existe toujours. Les locataires ont demandé à ce qu'on la réinstalle quand on a repeint la maison, mais personne ne sait que c'est moi qui l'ai faite. Enfin, personne local ne sait que c'est moi qui l'ai fait. Et ça m'intéresse. Ou par exemple, il y a sans doute une de mes plus grandes œuvres par la taille qui se trouve sous la Cité de la Musique à Paris, sous le Conservatoire. Et là, c'était amusant parce que c'était une commande publique. Et donc, c'est un lieu public, mais en gros, s'il y a 3 personnes par an qui y vont, c'est un maximum, parce que c'est très compliqué pour y aller. Il faut d'abord le savoir, que ça existe. Il faut demander la clé au directeur, prendre un rendez-vous, être accompagné. Donc, très, très peu de gens l'ont vu, mais on peut la voir, c'est public, et c'est une œuvre très, très, très grande. Et là, permanente. Donc, même si elle est à Paris, donc proche de nous, le fait de la difficulté d'y aller la rend lointaine. Et donc, ce genre d'œuvre m'intéresse à faire aujourd'hui. Tu veux que je dise quelque chose? Écoute, j'aurais mauvaise grâce à te couper. C'est un bonheur d'être associé à un conférencier comme Christian Wolzorski. Mais j'aurais voulu peut-être qu'on aborde un petit peu, c'était un côté que par discrétion, que tu ne dis pas, mais la générosité du propos. Je veux dire, dans tout le déroulement du travail qui nous a guidés, à chaque moment, on pouvait remarquer combien cette générosité se manifestait. Ainsi, par exemple, on a décidé de ne pas faire de catalogue. L'insert qui est paru dans la Libre Belgique la veille du vernissage est le guide du visiteur et le catalogue de l'exposition. Donc cet insert, 130 000 personnes l'ont reçu en achetant le journal. Et puis nous en avons fait tirer je ne sais combien de dizaines de milliers supplémentaires, et il est à disposition gratuite de tous les visiteurs. Et ça, c'était une décision qui est venue très vite dans le travail. Oui, non, c'est vrai, je pense que j'ai eu dans ma vie plusieurs catalogues, des beaux catalogues, mais je pense que parfois c'est un peu stupide parce qu'ils sont très chers, c'est un problème pour les acheter, et finalement les gens ne les achètent pas. Et donc je préfère qu'il y ait un document plus léger, mais qu'au moins qu'il soit pris, et aussi de le mettre dans un quotidien m'intéressait parce que l'idée était que chaque personne qui arrive avec ce journal puisse entrer, et soit toujours idiot de faire un vernissage avec ceux qui ont été invités et ceux qui n'ont pas été invités. Et c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui, je tâche de ne pas mettre d'assurance, ou des assurances minuscules. Parce que je pense que, d'une manière générale, l'art sera de plus en plus difficile de faire une exposition, parce qu'entre les transports et les assurances, c'est de plus en plus cher, et j'aime mieux utiliser l'argent à autre chose. Et que si une chose est abîmée, on la répare. Rien, c'est pas une chose sacrée. Pour revenir aux choses sacrées, il y a toujours une chose qui m'amuse, c'est que, je disais ça un peu tout à l'heure, c'est que si on prend un grand musée comme Bilbao, c'est tout à fait le même système que la naissance des villes en Europe au Moyen-Âge. C'est-à-dire, beaucoup de villes sont nées autour d'une relique, et puis on a fait une cathédrale, et puis des gens sont venus prier, et puis il y a une foire, et donc la ville naissait. Et aujourd'hui, si dans un petit village, vous avez 5 Van Gogh, ce petit village devient riche. Et donc, Bilbao, par exemple, qui était une ville en décomposition,
le fait qu'ils aient construit ce grand musée et qu'ils aient mis quelques bouts d'os de saint à l'intérieur fait qu'aujourd'hui la ville est repartie économiquement. Donc, pour répondre aux politiques, quand ils disent qu'il ne faut pas donner d'argent à la culture, c'est pas vrai, parce que ça fonctionne. Et ces musées sont les nouvelles cathédrales des princes. Moins généreux que les princes d'avant, parce que maintenant ils demandent un ticket d'entrée, alors que les princes d'avant, tout le monde pouvait entrer à l'église, voir les œuvres d'art et les sculptures. Maintenant, il faut avoir un ticket d'entrée, donc c'est moins généreux, mais c'est le même genre de choses. En tout cas, c'est le même fonctionnement. Mais peut-être, j'aimerais peut-être revenir sur une chose, c'est que tu dis à plusieurs reprises dans ce discours que tu n'es pas croyant, et je le pense volontiers, mais malgré tout, la question de Dieu revient très souvent dans ton discours aussi. Comme je le disais, c'est une question. C'est une question. Et c'est une question, et d'être croyant est une chose optimiste. Donc je ne suis pas du tout contre. Il se trouve que je ne sais pas. De toute façon, je ne sais absolument rien. Je ne sais même pas ce que ça veut dire d'être croyant. Je pense, et ça rejoint un tout petit peu peut-être les dieux grecs, s'il y a des dieux, ils ne nous voient pas. C'est comme nous quand on marche dans une forêt, qu'on écrase une fourmi, qu'on n'a pas vu la fourmi. Mais j'en sais rien. Je ne suis pas ni théologien, ni philosophe, ni... Et donc, les questions que je me pose sont des questions extrêmement élémentaires et extrêmement simples. Voilà. Et que j'essaye, et des questions que la plupart des gens se posent, parce que c'est des questions universelles, et j'essaye de les traduire par une sensation visuelle qui donne une émotion. Voilà. Et que chacun ressente quelque chose en voyant ce que je fais. Mais je reviens de Venise, où tu étais également. Il y avait la Biennale qui s'ouvrait la semaine dernière. Et il y a deux œuvres qui sont présentées dans l'exposition de la Biennale, et qui sont deux œuvres très lointaines. Pratiquement ma première œuvre et ma dernière œuvre. Voilà. Et quand tu dis que chaque œuvre pose une question, il faudrait peut-être expliquer. C'est deux petits films, enfin, un très long film et un très court film. Voilà. Le très court film est très ancien, il s'appelle L'homme qui tousse, et c'est une sorte d'homme un peu monstrueux qui touche et écrase du sang. Et j'ai fait ça très très jeune, et donc on voit dans une sorte de taudis quelqu'un qui crache du sang, et c'est très violent, disons, court et violent. Et puis, le dernier film, qui dure 13 heures, et donc la pièce dont je vous parlais dans le désert d'Atacama, c'est des petites clochettes agitées par le vent. Alors, on peut dire que avec l'âge, on est plus calme et moins torturé. Voilà. Puisque le début est vraiment très, très violent, et à la fin, c'est très... oui, c'est des petites clochettes qui bougent. Il faut une jolie petite musique, parce que les clochettes ne sont pas exactement pareilles, donc elles font une petite musique différente selon le vent. Et que finalement, voilà, c'est là où on arrive. Et je crois que j'ai eu beaucoup de chance d'être artiste. Quand j'étais jeune, j'étais très malade. J'étais idiot, je suis malheureusement moins qu'à ce moment-là. J'étais vraiment... je n'ai pas pu aller à l'école et tout ça. Enfin, j'étais vraiment pathologiquement malade. Et puis... être artiste m'a sans doute guéri, et je pense qu'être artiste, c'est une sorte de longue psychanalyse très incertaine, enfin très naïve, disons, mais que malgré tout, on ne résout pas ses problèmes, et le fait de parler de ses problèmes fait qu'on se sent mieux. Je pense qu'au début de la vie de chaque artiste, il y a ce que les psychanalystes appellent un trauma, qui peut être d'ordre psychanalytique, dans mon cas c'est d'ordre historique, et puis que ce trauma, à force d'en parler, il s'atténue, on est mieux. Donc je pense que d'être artiste est une énorme chance. En plus,
jamais travaillé de ma vie, parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par plaisir, donc c'était aussi une énorme chance. Et la chose qui est en même temps très difficile et merveilleuse quand on est artiste, mais ça c'est un vrai cliché de dire ça, c'est que la seule chose qui compte, c'est la prochaine exposition qu'on fait, qui a toujours des inquiétudes et des doutes sur est-ce qu'on peut encore faire quelque chose, et que je n'ai aucune envie de voir l'exposition qui est présentée ici. Parce que je suis sûr que je ne peux plus la changer maintenant, et je suis sûr qu'elle ne va pas me plaire du tout, et que j'ai plein de choses à modifier. Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est la prochaine, qui aura lieu à Cracovie le 3 juillet. Bah écoute, moi je suis sûr que la prochaine sera encore plus belle que celle-ci, alors que je pense que c'est la meilleure que j'ai vue de toi. Et puis je pense qu'on va peut-être passer la parole à la salle, s'il y a des questions, et en me disant que finalement c'est quand même extraordinaire la chance que j'ai dans mon métier d'avoir pu accueillir quelqu'un qui a un grand-père japonais, africain, polonais, suisse et bien d'autres. Et merci pour l'exposition et merci pour la merci conférence. À toi et à ta curiosité. Je crois qu'un des grandes choses que tu as, c'est ta curiosité, qui est une chose merveilleuse pour un conservateur. Merci beaucoup. Maintenant, si l'un ou l'autre d'entre vous, ou l'une ou l'autre, désire poser une question, n'hésitez pas. C'est toujours la première question. Ah ben voilà, hop, j'allais dire qu'il... Attendez, il y a un micro qui... Dans l'œuvre des chœurs qui battent sur l'île au Japon, est-ce qu'une évolution a été envisagée donc, par rapport à ces personnes qui sont décédées? Est-ce qu'on a imaginé après finalement arrêter les chœurs ou absolument pas? Est-ce que l'idée est vraiment de garder les chœurs qui battent même pour les personnes qui sont disparues? Oui, à la fin, je pense toujours que ce sera l'île des morts, pour citer ce célèbre tableau. Et par exemple, actuellement, je travaille sur une chose un peu semblable, mais je n'ai pas réussi à trouver une solution visuelle. C'est que, comme vous le savez, il y a énormément de morts sur Facebook. Et ils n'arrivent pas à nettoyer les morts. Et donc cette chose qui est en principe une chose de rencontre joyeuse est remplie de morts. Et il y a des gens qui conservent, par exemple, leur épouse morte volontairement sur Facebook, en lui mettant de nouveaux amis, tout ça, mais de toute façon, il y a beaucoup de morts sur Facebook. Donc non. Ce sera un jour des morts, mais il y a toujours des nouveaux cœurs. La grande chose, c'est que nous ne sommes pas remplaçables puisque nous sommes uniques, mais nous sommes remplacés. Et donc dans quelques années, il y aura d'autres artistes et d'autres gens qui l'écouteront. Ce ne sera pas exactement la même chose, mais ce n'est pas très loin. Donc il y aura toujours des nouveaux chœurs qui seront... Au Japon, les choses ne sont jamais très permanentes. Mais en fait, pendant quelques années, dizaines d'années j'espère, ou centaines d'années, il y aura toujours des chœurs enregistrés à Teshima. Merci. Ah, ici. Monsieur, ici au premier rang. Je ne sais pas si j'ai... Oui. Que la salle est grande. Merci. Monsieur Boltanski, en tout cas, merci d'être présent dans cet espace qui personnellement me rappelle beaucoup de souvenirs, parce que face à cette œuvre qui est là depuis 1997, je dois vous dire, vous avez parlé d'émotions, eh bien, j'en ai eu énormément. Énormément, pourquoi? Parce que je suis la fille d'un ouvrier mineur émigré, ici justement, au Grand Ornu, et la vie m'a porté à devenir l'échevine de la culture dans ce même espace. Donc vous voyez que la vie, parfois, a aussi ses surprises.
Et lorsque j'ai su que vous alliez de nouveau venir exposer ici, j'ai informé une journaliste, mais ce que je vais vous dire, c'est qu'une journaliste de Sardaigne, puisque je suis d'origine sarde, est venue ici même. Elle a regroupé autour d'elle des femmes de l'immigration, mais des veuves maintenant, puisque leurs maris sont morts. Et il se fait que dans une de ces boîtes, eh bien, il y a un mari qui est un papa d'une employée qui travaille ici, qui est d'Ornu et qui travaille ici même, au Grand Ornu, au Max. Donc vous voyez que la vie, ben voilà, elle a ses surprises. Mais je vous parlerai d'autres choses après, puisque c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je suis là aujourd'hui pour voir cette œuvre qui m'émeut toujours énormément. Merci. Mais ce que je peux dire, c'est que je crois qu'effectivement, il s'agit de personnes précises avec une image, un nom, et je parlais de l'unicité tout à l'heure, c'est important. Mais en même temps, comme je l'ai dit également, si on est japonais et qu'on arrive ici, on va dire c'est mon grand-père, voilà, j'espère. On va penser que à son grand-père. Donc c'est en même temps précis, et il s'agit de quelque chose qui est vraiment lié à cette région et à ces gens, et en même temps j'espère que c'est également universel. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ah, madame. 1, 2, 3, 4e rang. Bonsoir, Monsieur Boltanski. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez dit que depuis le début, votre œuvre, vous la considérez comme un échec. Parce qu'arrêter le temps et retenir la mémoire, c'est impossible. Et vous m'avez fait penser à Sisyphe. Parce que Sisyphe roule son rocher jusqu'en haut. Et puis, à un moment donné, Camus nous dit qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. Et il trouve que la liberté de Sisyphe, c'est justement le moment où il décide de recommencer à rouler son rocher. D'une manière générale, je pense qu'il y a des serrures et qu'être humain, c'est chercher la clé pour ouvrir ces serrures. Pour moi, il n'y a pas une bonne clé ou il y a plein de bonnes clés, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est de chercher la clé pour ouvrir ces serrures. Et que ce soit un Indien d'Amazonie ou quelqu'un du Grand Ornu, en gros, tous recherchent la clé à ces serrures. Et donc, c'est ça que nous faisons tous, chacun dans notre domaine. Merci. Je voudrais savoir si vous êtes, dans les questions que vous vous posez, vous êtes posé des questions sur la mort. Moi, je trouve qu'en vieillissant, on y pense de plus en plus. Et je remarque aussi qu'on change d'émotion, on change d'attitude. On n'ose pas pleurer quand on est jeune, on pleure plus facilement quand on est vieux. D'abord, ce que je veux dire, c'est que je pense que dans une vie d'artiste, enfin, en tout cas moi j'ai eu très très peu d'idées et j'ai eu très peu de moments de création et très peu d'idées, et en fait on parle toujours de la même chose. C'est comme si on avait fait un voyage et qu'on regarde ce voyage de manière différente. On peut le regarder en parlant de la nourriture, en parlant des paysages, et moi donc la mort a été pendant très longtemps quelque chose, la mort des autres, et forcément plus on vieillit, plus ça devient sa mort. Donc on a une vision différente de la même chose. Mais c'est pour ça que j'ai fait ce projet en Tasmanie, par exemple, c'est que je pense que l'un des grands malheurs de la société occidentale aujourd'hui est de refuser complètement l'idée de la mort. Je veux dire, si on voit un bébé, on sait qu'il va mourir. Et la mort fait partie de la vie. J'aime énormément la vie, ça se voit, et j'espère que je vais battre mon tasmanien et le ruiner complètement. Mais
si vous voulez, il n'y a pas non plus à se cacher le fait que ça va arriver, que ça peut arriver. Et aujourd'hui, quand on est à New York, dans les beaux quartiers, on voit que des jeunes filles de 30 ans, et quand on s'approche, elles ont 90 ans. Et toute personne qui dit le mot mort est rejetée totalement. Et je pense qu'il faut effectivement accepter qu'on va mourir, qu'on vieillit. Et mon tasmanien, si je survis, il va, puisqu'il garde tous les films de moi, il va me voir vieillir. J'ai un escalier dans mon atelier, peut-être que je ne pourrais plus monter cet escalier. Et puis, il y a ce pari. Et ce pari, il va peut-être le gagner. Et s'il le gagne, bon, c'est comme ça, quoi. On ne va pas en faire un drame. Et je crois que le danger... et une chose qui m'amuse, c'est que comme on mourait en bonne santé auparavant, les écrivains avaient toujours le dernier mot. Il y avait toujours, je ne sais pas, Kafka, il a bu du champagne la nuit de sa mort, ils avaient toujours un mot intelligent et tout ça. Et aujourd'hui, on ne meurt plus, on vous débranche un jour. Mais disons, il n'y a plus cette sorte d'apparat autour de la mort. Et aussi, souvent à la campagne, par exemple, il y avait un grand repas, et c'est là où les jeunes gens se rencontraient. Et donc la mort faisait beaucoup plus partie de la vie. Et le grand-père mourait, le père prenait la place du grand-père à table, et puis ce qui comptait, c'était que la ferme continue. Et aujourd'hui, tout ça, pour différentes raisons, a disparu. Mais en tout cas, je crois qu'on doit pouvoir en parler sans se... Souvent, quand je raconte cette histoire avec mon tasmanien, qui me donne aujourd'hui plus que 3 ans à vivre, les gens disent « Mais ne dis pas ça, c'est affreux, c'est horrible. » Bon, il ne faut pas non plus exagérer. C'est mieux d'en parler que de ne pas en parler, voilà. Mais j'espère battre mon tasmanien. Mais tu es bien parti pour le faire. C'est l'animal fétiche de Tasmanie, c'est le diable de Tasmanie. Et il en est un digne représentant. Madame. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, si du moins vous avez envie de le dire, ce qu'il y a dans votre boîte à biscuits. Vous savez, alors je ne dirais pas... bon, je n'ai pas de boîte à biscuits, ou j'en ai des milliers. À un moment, pour avoir des boîtes de biscuits, j'en ai vraiment commandé beaucoup. Donc je me faisais passer pour fabricant de biscuits. Alors je disais aux fabricants, j'ai une nouvelle spécialité, j'ai besoin d'avoir très vite 500 boîtes de biscuits, vous pouvez me les envoyer parce qu'il faut que je lance ça pour Noël, enfin ce genre de truc. Donc je n'ai pas vraiment de boîte à biscuits. Quand je fais une exposition comme celle-là, ou comme toute autre exposition, en gros, je tâche d'ouvrir la boîte qui est dans mon cerveau et de voir... Il y a une expression que j'aime beaucoup, qui est « faire revenir ». Alors, faire revenir, c'est faire revenir un plat, et c'est aussi faire revenir. Et donc, dans ma boîte qui est dans la tête, je fais revenir. Et donc, en faisant revenir, je change, mais je fais revenir des choses que j'ai pensées ou des choses que j'ai faites. Donc, c'est là où est ma boîte. Est-ce qu'il y aurait encore une... Le monsieur là-bas. Ah, monsieur là-bas, à droite. Pas vu ça. Oui, bonsoir, Monsieur Boltanski. Ma question, c'est par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure par rapport à Facebook et votre rapport aux nouvelles technologies dans la thématique justement que vous évoquiez au début de votre conférence. Pour vous, la majeure partie de votre travail consiste à donner de l'importance à la mémoire des gens, à la trace que les gens laissent. Et justement, quand on réfléchit à tous ces nouveaux médias, toutes ces démultiplications d'images, de ces petits quarts d'heure de célébrité que les gens croient avoir en postant des images d'eux sur Internet, etc., comment est-ce que ça nourrit votre réflexion ? Si vous voulez, c'est absolument
pour moi passionnant. C'est passionnant parce que c'est à la fois un nombre indéfini d'humains et en même temps c'est à chaque fois une personne. Il y en a un qui aime le chocolat et l'autre qui aime le football. Et donc le fait que ce soit, même si généralement c'est pour montrer leur petit chat et le gâteau qu'ils ont mangé la veille, mais malgré tout le fait que c'est à chaque fois une personne me semble passionnant. La seule chose, si vous voulez, c'est que trop de mémoire tue la mémoire. C'est-à-dire que déjà qu'on passe beaucoup de temps sur Internet, si on voulait vraiment tout voir, on n'aurait plus de vie. C'est comme ce que je disais. Par contre, j'ai une petite expérience, enfin je fais un petit truc avec Internet qui est amusant, c'est-à-dire que je produis 10 films par mois, d'1 minute, un peu idiots, sans grand intérêt, disons, et on peut les acheter sur Internet pour 1 € le film. Et ce qui m'intéressait de faire ça, c'était que je peux toucher quelqu'un qui est au fin fond de l'Argentine, dans un petit village australien. Et les gens qui s'inscrivent, quelques personnes qui s'inscrivent, parce qu'il faut s'inscrire pour avoir ça, vivent très très souvent dans des lieux très très petits. Et que la beauté vraiment incroyable d'Internet, c'est qu'on peut habiter n'importe où et on a l'information mondiale. On voit ce qui se passe dans telle galerie à Los Angeles en habitant dans un petit village de Patagonie. Et effectivement, c'est un changement énorme. Et puis, dans mon cas, de toucher même, c'est pas beaucoup de monde qui s'intéresse à ça, mais de pouvoir toucher quelqu'un qui est tellement loin de moi et que je ne verrai jamais m'intéresse beaucoup. Donc, effectivement, je pense que ça change énormément de choses. Le seul truc, c'est comme l'archivage. Je me suis beaucoup intéressé à l'archivage. Quand il y a trop d'archives, il n'y a plus d'archives. Parce que s'il faut des milliers et des milliers de documents, on se perd totalement. Et je pense que sur mon nom sur Internet, il doit y avoir, je ne sais pas, 6000 réponses, dont 4000 sont fausses. Et c'est totalement impossible à lire, à voir, quoi. Donc trop d'informations fait qu'il n'y a plus d'informations. S'il n'y a plus de questions, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée et vous remercier pour votre visite au Grand Ornu. Et à bientôt, j'espère. Merci. Au revoir. Merci à vous. On me signale que je dois vous dire que l'exposition est ouverte.